Un coup de feu tiré depuis une voiture sur une autoroute d'Alaska. Un colis piégé, envoyé par la poste et qui fait une victime. Deux événements d'une extrême violence qui semblent n'avoir aucun rapport entre eux. Jusqu'à ce que des experts médico-légaux démontrent le contraire. L'étudiant assassiné connaissait-il son meurtrier? 3 poils minuscules, quelques cellules de peau mettent à jour des faits scandaleux qui impliquent mensonges, machination et représailles. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau. Quand en une fraction de seconde, la normalité bascule, quand l'instinct grégaire prend le dessus sur le bon sens individuel, rien ne semble plus pouvoir arrêter l'escalade de la violence. En effet, certaines affaires criminelles peuvent atteindre un tel degré d'absurdité qu'on ne sait ce qui l'emporte de la bêtise ou du destin. L'histoire inédite que je vous invite à suivre maintenant en est une très singulière illustration. En 1990, par une soirée d'octobre, Rob Chamberlain et un de ses amis empruntent la route de Glen à Anchorage, en Alaska, pour se rendre dans un restaurant de la région. Alors qu'ils s'approchent de la sortie, Chamberlain entend un fort craquement. Il se retourne et découvre un trou dans la lunette arrière. Il aperçoit alors son ami Jeffrey Kane, âgé de 20 ans, effondré sur son siège et couvert de sang. La balle est entrée par l'arrière du crâne et est ressortie par devant. La mort a été instantanée. Les parents de Kane sont convoqués sur les lieux. Je ne comprenais pas pourquoi c'était Jeff qui avait reçu cette balle. Je me disais plutôt, il y a d'autres gens, pourquoi ne pas tuer les méchants? Jeff est programmateur en informatique et on ne lui connaît aucun ennemi. Le conducteur, Rob Chamberlain, affirme qu'il ne sait absolument pas pourquoi ils étaient visés. On a d'abord pensé à une affaire de drogue qui aurait mal tourné. Quelqu'un aurait pu suivre ce jeune homme et provoquer ce genre d'incident. On a tout fait pour en savoir plus. Étiez-vous visé pour une raison évidente? Étiez-vous mêlé à quelque chose? Est-ce que vous avez des ennemis? Avez-vous été mêlé à quelque chose qui aurait conduit quelqu'un à vous viser? Non loin de l'endroit d'où l'on a tiré, la police découvre une douille sur le bas-côté de la route. La balle provenait sans doute d'un autre véhicule qui roulait dans la même direction que le véhicule visé. La douille provient d'un fusil d'assaut semi-automatique, un Heckler&Koch, plus précisément un HK-91. La police se demande si le coup de feu est intentionnel ou accidentel. Ils avaient peur qu'il y ait un tireur en liberté, vu qu'ils ne connaissaient pas le mobile de ce coup de feu ni les circonstances exactes. Tout ce qu'ils savaient, c'est que quelqu'un avait tiré et causé la mort d'un jeune homme sur la route. C'est assez terrifiant de se dire qu'on peut être en train de rouler et se faire tirer dessus. C'était un moment très délicat. On savait qu'il y avait un tireur quelque part et qu'il venait de causer la mort d'une personne. La police ayant peu d'éléments, elle prévient la population, par le biais des médias locaux, pour que d'éventuels témoins se manifestent. À mon avis, il ne s'agit pas d'une balle perdue. Quelqu'un visait cette voiture. Pourquoi cette voiture en particulier, on n'en sait rien. Mais personne ne signale quoi que ce soit d'inhabituel. Il n'y avait pas beaucoup de circulation sur l'autoroute en direction d'Anchorage à ce moment-là. Par conséquent, aucun passager d'un autre véhicule n'a appelé la police pour dire « Je viens de voir quelqu'un tirer un coup de feu depuis une voiture ». L'enquête vient à peine de commencer qu'elle piétine déjà. Il y avait un nombre illimité de suspects. Sur le moment, on n'avait pas la moindre idée de l'identité du coupable. On ne savait pas pourquoi cette voiture avait été visée. À ce stade, la question restait totalement ouverte. La famille et les amis de la victime essaient de comprendre pourquoi ce coup de feu a coûté la vie à Jeff Kane. Des jeunes qui conduisent trop vite. Peut-être un accident de voiture, mais jamais de coup de feu sur le passager d'une voiture. C'est quelque chose qu'on lit dans les journaux à Los Angeles, pas en Alaska. La douille, trouvée sur le bord de la route, donne à penser à la police que Jeff a été touché par une balle tirée depuis une autre voiture. Il semble que le tireur ait attendu que la voiture quitte l'autoroute et ralentisse avant de tirer la balle fatale. À mon avis, ce qui s'est passé, c'est que les suspects ont suivi le véhicule de la victime jusqu'à ce qu'ils puissent être sûrs de leur coup. Le lendemain matin, les journaux locaux parlent du fameux coup de feu.
Lorsque George Kerr, 19 ans, voit les nouvelles, il se voit contraint d'appeler la police. Est-ce que je peux expliquer ma situation? Ces deux garçons étaient plus ou moins des amis à moi. En général, je suis pas du genre à balancer les copains, mais là, c'est trop grave. Je n'ai pas le choix. George Kerr déclare à la police que le soir du drame, il se trouvait à bord d'une voiture en compagnie de deux de ses amis, Sheila et Gustafson. Quelques heures plus tôt, les trois garçons avaient fait l'acquisition d'un fusil d'assaut semi-automatique de marque Éclair et Koch, modèle 91. C'est une arme de guerre redoutable fabriquée en Allemagne, tirant au coup par coup ou par rafale des munitions de calibre 7,62. Ravis de leur achat, les trois garçons roulent sur une autoroute proche d'Anchorage pour rentrer chez eux lorsqu'une voiture fait une manœuvre imprudente que le trio interprète comme une queue de poisson. Ça a mis RD en rage. Alors il s'est tourné vers Gustafson et il a dit « Descends cet abruti !» Kerr affirme que Gustafson a pris le fusil et tiré un seul coup en direction de la voiture. Kerr prétend qu'il ne savait pas que quelqu'un avait été touché jusqu'à ce qu'il lise les journaux. Est-ce qu'il a vraiment visé avec le fusil? Ah, ça s'est passé très vite, je sais pas, j'étais assis à l'arrière et je lui ai dit de pas faire ça. J'étais persuadé qu'il ne ferait pas une chose pareille. La version de George Kerr concernant le coup de feu est très crédible, parce qu'à ce moment-là, on avait travaillé sur les lieux du crime et sur l'autoroute toute la nuit. Ça correspondait tout à fait avec ce qu'on avait. Il détenait indéniablement des informations dont les médias n'avaient pas parlé. Kerr affirme qu'il ne sait pas ce que Gustafson a fait du fusil après ce coup de feu. Les enquêteurs ne sont pas entièrement convaincus que Kerr témoignera contre ses amis lors d'une audience publique. À vrai dire, je n'ai jamais fait confiance à George. C'est le genre de personne qui peut se contredire. Il pouvait changer d'avis parce que d'un côté il disait « c'est vraiment affreux, ce garçon ne méritait vraiment pas de mourir ». Mais d'un autre côté, il affirmait que ces deux gamins étaient ses meilleurs amis et qu'ils étaient prêts à mourir les uns pour les autres. Rien ne prouvait que ça s'était passé autrement que ce que racontait George. Vous voyez ce que je veux dire? Alors il ne pouvait pas procéder à une arrestation sur le moment. Pour confirmer la version de Kerr quant à ces événements, la police lui demande de porter un micro caché et d'aller retrouver Chili et Gustafson. La rencontre a lieu dans un restaurant de l'aéroport international d'Anchorage. Deux policiers en civil se tiennent à proximité. Le dispositif d'enregistrement est placé dans une voiture à l'extérieur. George Kerr a dit des choses du genre « Doug, pourquoi il a fallu que tu tues ce type ?» Et Gustafson a répondu des choses comme « Je voulais pas, George ». Et le tout confirmait entièrement ce que Kerr avait raconté aux inspecteurs. Mais Gustafson refuse de dire où il a caché le fusil. Cependant, la police arrête R.D. Chili et Doug Gustafson pour le meurtre de Jeffrey Kane. George Kerr accepte de plaider coupable ainsi que de témoigner pour l'accusation en échange de son immunité. En l'absence de l'arme du crime, tout repose sur lui. George Kerr était un élément crucial pour l'accusation. Sans lui, ça aurait été très difficile d'avancer dans l'affaire, me semble-t-il. De plus, c'était un témoin oculaire qui avait assisté non seulement au coup de feu, mais à ce qui s'était passé avant et après. Pourtant, alors que le procès est sur le point de commencer, George Kerr change de version. La police place deux hommes en garde à vue pour la mort par balle de Jeff Kane grâce à des renseignements fournis par un témoin oculaire, George Kerr. Kerr commence par affirmer que Doug Gustafson a tiré avec un fusil d'assaut sur Jeff Kane à une distance d'environ 10 mètres, entraînant ainsi une mort instantanée. Mais Kerr ne tarde pas à changer de version. Il n'a pas vraiment visé, il a juste braqué l'arme en direction de la voiture. Il prétend maintenant que Gustafson a pointé l'arme par la fenêtre, tiré à une distance de 200 mètres et touché la voiture. Je pense qu'il a fait ça pour venir en aide à ses amis. Ça leur permettait de dire que ça n'était pas un homicide volontaire, que c'était quelque chose de moins grave, une sorte d'homicide par négligence, d'homicide involontaire. En fait, il essayait de trouver un moyen de calmer ses amis.
La douille trouvée sur les lieux indique que l'arme est un fusil d'assaut, un HK-91. Le reçu d'une armurerie locale confirme la version de Kerr selon laquelle Gustafsson a acheté le HK-91 le jour du meurtre. Kerr affirme également que Chili, Gustafsson et lui ont tiré avec ce fusil plus tôt dans la journée en se servant d'un panneau de signalisation en guise de cible. Les enquêteurs découvrent le panneau en question avec 3 impacts. Pour vérifier la version de Kerr, les enquêteurs se tournent vers Robert Shem, expert médico-légal. Ce dernier tire avec un HK-91 dans une plaque de métal de la même épaisseur que le panneau de signalisation. Puis, avec une substance de moulage proche du caoutchouc du nom de microsyle, il prend l'empreinte des impacts de balles sur le panneau de signalisation et de ceux qui proviennent des coups de feu qu'il a tirés pour son expérience. Les moulages sont alors comparés au microscope. Lorsque j'ai retiré le caoutchouc, j'ai pu prouver que les impacts du panneau correspondaient bien au calibre d'un HK-91 et possédaient les mêmes caractéristiques balistiques. L'analyse balistique confirme la version de Kerr, selon laquelle un fusil HK-91 a bien été utilisé pour tuer Jeffrey Kane. Mais cela ne prouve pas pour autant que le coup de feu ait été tiré intentionnellement, ni à quelle distance se trouvait le tireur par rapport à sa cible. Par chance pour les enquêteurs, la balle fatale a pénétré par la lunette arrière dont la vitre est recouverte d'un film protecteur teinté. Si le véhicule n'avait pas été muni de ce film teinté, le verre cassé de la lunette arrière et de la fenêtre latérale du côté passager serait tombé en morceaux et aurait été sans doute totalement perdu. Le film teinté permet le maintien du verre cassé. Par conséquent, l'impact de la balle est encore visible. Shem retire ce qui reste de la vitre du passager et fabrique un gabarit en carton. Puis il recrée l'impact de la balle. Il place ensuite le gabarit à la place de la vitre du côté passager. Il réalise alors une expérience simple. Il tend une ficelle passant par l'impact de la balle dans la lunette arrière, puis par le trou dans l'appui-tête, et la fait ressortir par l'impact de la vitre du côté passager. Cette expérience nous a permis d'en savoir plus sur la trajectoire. L'angle était d'environ 47 degrés par rapport à l'arrière du véhicule. Si le coup avait été tiré à une distance de 200 mètres, comme l'affirme maintenant George Kerr, l'angle de la trajectoire aurait été d'environ 95 degrés. Mais l'angle de 47 degrés place la voiture du tireur tout près, à une distance comprise entre 7 et 15 mètres. Dans ce cas, les véhicules sont tellement proches l'un de l'autre que ça devient très facile pour Gustafsson de tirer en visant le véhicule de la victime. Lors du procès, George Kerr témoigne contre ses 2 amis, mais il maintient que leur voiture se trouvait à 200 mètres de celle de la victime lorsque le coup de feu a été tiré. Ça n'a vraiment rien d'un homicide volontaire. Et sur quoi repose cette affirmation ? Il a tiré en direction de la voiture, mais pas dans le but de tuer. Mais l'analyse médico-légale révèle que les 2 véhicules étaient séparés par moins de 15 mètres, ce qui signifie que le coup de feu était intentionnel. Sur la base de cet élément, le conducteur R.D. Chili est reconnu coupable d'homicide involontaire. Doug Gustafsson, le tireur, est reconnu coupable d'homicide volontaire. Tous 2 sont condamnés à la prison à perpétuité. George Kerr bénéficiant de l'immunité par rapport à l'accusation, il quitte l'Alaska peu de temps après la fin du procès. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Environ 1 an après un coup de feu sur une autoroute, un colis est envoyé par la poste à George Kerr. Il porte l'adresse de sa famille à Eklutna, en Alaska.
Étant donné que George a quitté l'État, son père décide de l'ouvrir. David Kerr, âgé de 44 ans, est tué sur le coup. La belle-mère de George, Michelle, est grièvement blessée. Elle a de multiples fractures au visage et les tympans percés. Les policiers l'interrogent pendant le trajet vers l'hôpital, persuadés qu'elle ne pourra pas survivre. Michel, ces gens sont de la police. Répétez simplement ce qui s'est passé selon vous. On vous écoute. On a reçu un colis qui était adressé à George. Il avait été posté dans l'État d'Alaska. Je sais que c'était de la part de Doug. Comment savez-vous que ce paquet venait de Doug? Parce que c'est à cause de George qu'il est allé en prison. George a témoigné. Selon Michel, la bombe provient forcément des deux hommes que son beau-fils a envoyés en prison, Doug Gustafson et Erde Chili. La bombe n'était pas destinée à faire peur ou à intimider. Elle était faite pour tuer. Et elle a réussi. Sauf qu'il y a eu erreur sur la personne. Doug Gustafson et Erde Chili se sont-ils vengés d'avoir été dénoncés par leur ami George Kerr? Bien que cette théorie semble fondée, elle se heurte néanmoins à une lacune de taille. Au moment de l'attentat au colis piégé, les deux garçons croupissaient en prison. Pour tenter d'identifier l'expéditeur de la bombe, Jim Bordenay autopsie le corps de David Kerr. Des fragments de l'engin explosif pourront-ils fournir des indications? Le médecin légiste extrait une minuscule pièce métallique incrustée dans la poitrine de la victime. Et en l'examinant au microscope, il établit qu'il s'agit d'un morceau de détonateur. Notre laboratoire a fini par réussir à identifier le type de détonateur dont cette pièce faisait partie, ainsi que son fabricant. À qui ce fabricant fournissait-il des circuits semblables? Il s'agit d'une chaîne de magasins d'électronique très répandue. Mais on savait que cette chaîne était représentée à Anchorage. Mais Chili et Gustafson sont tous deux incarcérés à ce moment-là. Comment aurait-il pu faire ça depuis la prison? Comment aurait-il pu y arriver? Voilà le genre de questions qu'on se posait tous. Comment quelqu'un aurait pu faire ça tout en étant en prison? Étant donné qu'en prison, toutes les conversations des détenus sont généralement enregistrées, les enquêteurs découvrent une conversation codée entre Gustafson et sa sœur Peggy. Celle-ci se serait déroulée peu avant l'explosion de la bombe. Et c'est pour réparer ta voiture, n'oublie pas. Dès que tu auras compris comment ça s'enclenche et comment ça se coupe à l'endroit où ça coulisse, tu le mets en place comme je te l'ai expliqué, juste sous la surface. Quand c'est poussé sur le côté, c'est allumé. Et quand c'est au milieu, c'est coupé. D'accord. Très bien. En apparence, tout porte à croire que Doug donne un conseil à sa sœur pour réparer sa voiture. Mais en fait, il s'agit de toute autre chose. Quand on écoute la conversation à plusieurs reprises, il devient évident qu'au cours de cette conversation, Doug donne à Peggy des instructions sur la façon d'installer un circuit pour fabriquer un dispositif explosif artisanal. Ces enregistrements constituent un élément déclencheur. D'autres conversations révèlent que Peggy n'a pas les compétences techniques pour fabriquer l'engin. Elle fait donc intervenir un autre membre de la famille, leur frère aîné, Craig, qui est mécanicien. Apparemment, Peggy et Craig Gustafson croient tous deux que leur frère est innocent dans l'affaire de l'autoroute et que c'est George Kerr le responsable. Pour vous donner une idée de la profondeur de ses émotions et de son désir de vengeance, Peggy Gustafson est alors enceinte de 9 mois. En fait, elle est à 3 jours de la naissance de son deuxième enfant lorsqu'elle va déposer le colis piégé au bureau de poste. Rock Phelps est en prison avec Doug Gustafson et Erde Chili lorsque l'explosion se produit. Et il sait que les deux hommes voulaient se venger. Erde se moquait complètement de la personne qui serait tuée, du moment que George Kerr était tué. Il voulait la mort de George, du petit George, comme il le surnommait. En fait, un certain nombre de détenus nous ont dit qu'ils avaient vu une liste de noms que Raymond Chili avait sur lui en prison.
et Chili leur avait dit qu'il s'agissait de sa liste noire. C'était une liste de gens qu'il voulait tuer. Certains détenus ont pu décrire la liste et affirmer que c'était George Kerr qui se trouvait en première position. Parmi les autres noms qui figurent sur la liste noire, se trouvent ceux du juge et du procureur présents lors du procès. Cela prouve que depuis la cellule de sa prison, Doug Gustafson a longuement prémédité sa vengeance. Quelques jours après l'explosion, Peggy et Greg Gustafson sont convoqués par la police pour être interrogés. Quand on leur fait entendre les conversations enregistrées en prison, ils avouent aussitôt avoir fabriqué la bombe et l'avoir expédiée à la nouvelle adresse de George Kerr avec l'intention de le tuer. Quand Peggy a accepté de coopérer, elle nous a dit dans quel magasin elle était allée, quelles pièces elle avait achetées. Grâce à un vieux reçu du magasin en question, qui ne portait pas le nom de Peggy, on a réussi à identifier la transaction. La date correspondait parfaitement au créneau pendant lequel les pièces qui nous intéressaient avaient été achetées. Cette explosion aurait pu être évitée. Elle n'aurait jamais dû se produire. Les services pénitentiaires ont manqué à leur devoir envers Dave et envers moi. Leur rôle est de protéger la population et pas seulement d'héberger les détenus. Michel Kerr entame une action contre l'État d'Alaska et gagne plus de 11 millions de dollars de dommages et intérêts. Peggy et Craig Gustafson sont tous deux reconnus coupables de complicité dans le meurtre de David Kerr et condamnés à une peine incompressible de 22 ans de prison. Quant à R.D. Chili et Doug Gustafson, ils passeront le restant de leurs jours en prison. Ils ne méritaient même pas de passer devant un tribunal. On aurait dû laisser la famille les emmener et leur tirer dans la nuque. Voilà ce que j'en pense. C'est comme ça qu'on rend la justice en Alaska. On fait les choses un peu différemment par chez nous. Du moins, on les faisait. Au bout du compte, une demi-douzaine de familles auront été détruites. Et selon le procureur, il y aurait eu d'autres victimes si les experts médico-légaux n'avaient pas mis fin aux pulsions meurtrières de Chili et de Gustafson. On ne peut pas s'appuyer uniquement sur la science dans une enquête ou alors dans des cas très rares. On se sert de ce que les gens nous disent, de ce qu'ils savent des protagonistes, et on fait entrer la science en jeu pour mettre tous les éléments en place. C'est comme ça qu'une enquête se construit. Mais sans ça, on en serait encore à la préhistoire des enquêtes en matière de crime. Au cours du procès, la police a révélé des faits nouveaux qui ont éclairé le profil des deux inculpés. Sachez donc que peu avant le meurtre de l'autoroute, Shelly et Gustafson avaient cambriolé un abattoir et qu'ils avaient utilisé une partie de l'argent volé pour faire l'acquisition du fusil d'assaut. Sachez encore que Shelly, le leader du groupe, qui était au volant la nuit du drame, a également été condamné pour agression sexuelle sur une jeune femme, vol de dynamite, menace de mort sur des témoins et tentative de vol à main armée dans un fast-food. Le cumul des peines pour ces délits divers s'est élevé à 60 ans de réclusion. Notre seconde histoire se déroule à l'université du Missouri. Sous des apparences agréables et studieuses, le campus abrite aussi des passions ravageuses. Chaque année, l'université du Missouri accueille sur son campus 27 000 étudiants venus du monde entier. C'est avant tout une ville universitaire. Un grand nombre d'étudiants vivent ici. C'est plutôt calme et les crimes sont assez rares. En 25 ans, il n'y a eu que 80 ou 90 meurtres. L'un d'eux a été perpétré en 2004. Par une belle journée de juin, des étudiants découvrent un corps entre deux immeubles à 2 pas du campus. Hormis un short bleu, le corps était dévêtu. Même de loin, ces étudiants ont remarqué qu'il y avait une mare de sang autour du cou de cette personne et qu'elle était décédée. Tout d'abord, la police pense qu'il s'agit d'un accident. On a pensé que cet individu avait peut-être voulu sauter d'un toit à un autre. C'est une ville universitaire et les étudiants se prêtent à toutes sortes d'extravagances. Une telle chose n'aurait rien eu de très inhabituel. Ils sont montés sur le toit pour l'inspecter. Ils n'ont vu aucune trace de sang sur le bord. Ils ont examiné le bloc de climatisation, mais là non plus, il n'y avait pas de sang. La thèse de la chute a donc été écartée. À première vue, il semblerait qu'on ait tranché le cou de la victime avec un couteau ou un autre objet coupant.
L'examen de la scène du crime indique que le meurtre a été perpétré à l'endroit où se trouvait le corps et pas ailleurs. La victime est identifiée. Il s'agit de Jesse Valencia, un étudiant en droit de 22 ans. Il travaillait à temps partiel comme réceptionniste dans un motel de la ville. J'étais effondrée. Je ne voulais parler à personne. J'étais complètement prostrée et j'ai pleuré toute la nuit et toute la journée suivante. Ce que je sais de Jesse, c'est qu'il était un garçon formidable. Il avait beaucoup d'amis. Personne ne lui connaissait d'ennemis. C'était un garçon insouciant qui avait beaucoup d'amis. Je crois que l'amitié comptait beaucoup pour lui. Mais quand il avait une conviction, Jesse la défendait âprement et revenait rarement sur sa position. Tous ses amis ont dit qu'il recherchait la confrontation. Il voulait devenir avocat et adorait controverser. Il avait une personnalité assez excessive. Les enquêteurs apprennent que la nuit précédente, Jesse a travaillé au motel. Puis il s'est rendu à une fête et finalement, il est rentré chez lui. Il avait beaucoup bu cette nuit-là. Son taux d'alcool indiquait qu'il était encore ivre au moment du meurtre. Les enquêteurs se demandent ce que faisait Jesse pieds nus alors qu'il était dehors et pourquoi il n'était vêtu que d'un short. L'étudiant vivait seul dans un petit immeuble à une centaine de mètres de l'endroit où il a été tué. En arrivant chez lui, la police trouve la porte entrouverte, mais il n'y a aucune trace de bagarre dans l'appartement. Sous une pile de vêtements, les inspecteurs découvrent un préservatif usagé. Ce préservatif contient-il des traces biologiques qui permettraient d'identifier le meurtrier du jeune homme? L'examen du corps de Jesse Valencia révèle une rigidité cadavérique et la présence d'une première vague d'insectes nécrophages. Ces deux éléments permettent aux experts médico-légaux d'estimer à la fin de la nuit l'heure du décès. L'autopsie montre par ailleurs que la carotide de la victime a été tranchée à l'aide d'un couteau-scie. Il s'agissait d'une lame très particulière. On a eu beaucoup de chance car elle a laissé des traces caractéristiques. On a pu observer par exemple des stries parallèles discontinues. Voilà pourquoi j'ai pensé qu'il s'agissait d'une lame en dents de scie. Il n'y a aucune trace sur le corps indiquant que la victime se soit défendue, ce qui est inhabituel dans ce genre d'agression. Normalement, quand une personne est attaquée à coups de couteau, sa première réaction sera de lever les mains pour se protéger. On retrouve alors des entailles sur ses mains. Mais dans ce cas précis, il n'y en avait aucune. Le médecin légiste en découvre la raison. J'ai vu qu'il y avait eu une hémorragie dans la zone de la trachée artère. C'est précisément ce que l'on observe quand quelqu'un meurt asphyxié ou étranglé. Le médecin légiste a découvert sur les globes oculaires de la victime des pétéchies, c'est-à-dire des petites taches provoquées par une hémorragie. C'est tout à fait compatible avec la strangulation. Cela signifie que Jesse était inconscient quand il a été tué. Les tests ADN du préservatif découvert chez le jeune homme révèlent la présence de substances organiques appartenant à deux personnes distinctes. L'une était Jesse et l'autre, bien entendu, son ou sa partenaire que la police aimerait bien identifier. La liste des appels enregistrés sur le portable de Jesse indique qu'il a passé, la nuit du meurtre, plusieurs coups de fil à un de ses amis, Ed McDevitt. Les listes d'appels enregistrées sur les portables de Jesse Valencia et d'Ed McDevitt ont confirmé qu'il s'était téléphoné vers 3h13 du matin. Ed McDevitt est devenu un suspect potentiel. McDevitt avoue qu'il avait une liaison avec Jesse. Il ajoute qu'ils ont couché ensemble pour la dernière fois 2 nuits avant le meurtre. Les tests de son ADN confirment que c'était lui le partenaire de Jesse quand ce dernier a utilisé le fameux préservatif. Dès lors, Ed McDevitt est devenu le principal suspect. McDevitt affirme qu'il n'a pas tué Jesse et qu'il était chez lui avec son colocataire la nuit du meurtre. Ce dernier le confirme. Mais des indices découverts sous les ongles de la victime viennent démentir son alibi. Quand j'ai examiné ces rognures d'ongles, j'en ai remarqué 2 qui portaient des taches rouges sombres. Des cellules sont prélevées et aussitôt soumises à des tests ADN. Leur résultat est surprenant. D'après leur profil, les cellules prélevées sous les ongles de la main droite provenaient en fait de 3 individus.
Le premier, naturellement, était Jesse. Le second, Ed McDevitt. Il affirme que la présence de ces cellules, comme celle de ces substances organiques sur le préservatif, vient du fait qu'ils avaient fait l'amour 2 nuits avant le meurtre. La présence de ces cellules était sûrement due au manque d'hygiène de Jesse. Pour résoudre cette affaire, il est essentiel que les enquêteurs identifient le troisième individu. Ils interrogent alors Andy Schermerhorn, un ami proche de Jesse. Ils avaient une relation assez inhabituelle dans cette région du Midwest. Bien que seulement amis, ils avaient des relations sexuelles. Ils se connaissaient depuis plusieurs mois et avaient couché environ 5 fois ensemble. Mais Andy a bien précisé qu'il n'était pas son petit ami. Plusieurs mois auparavant, alors qu'il était chez Jesse, Andy a été témoin d'un étrange incident. Ils étaient en train de faire l'amour dans le lit de Jesse. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte. Jesse s'est levé et est allé ouvrir. Andy a vu un policier en uniforme. Le policier est entré en brandissant sa torche. Il l'a pointé à travers l'appartement en disant « Continuez à faire ce que vous faisiez ». Andy a raconté qu'il s'est levé en se couvrant du drap, mais que Jesse l'a rassuré en lui disant « Ne t'en fais pas, il est cool ». Il était clair que Jesse connaissait bien le policier. Il lui a proposé de se joindre à eux. Une fois que c'était terminé, le policier s'est immédiatement levé, il a allumé la lumière et a dit à Andy Schermerhorn « Tout ça doit rester secret ». Puis il s'est dirigé vers la porte. Jesse lui a demandé « Je te revois quand ?» L'autre a répondu « Tu me verras quand tu me verras » ou quelque chose dans ce genre. Andy en a conclu qu'il devait avoir l'habitude de venir à l'improviste. Là-dessus, le policier est sorti. Qui peut être cet officier en uniforme qui surgit en pleine nuit dans la chambre d'un étudiant et qui se mêle à ses ébats? L'identifier et le retrouver permettrait sans doute de lister plus facilement les amants du jeune homme. Interrogée par les enquêteurs, la mère de Jesse confirme que son fils entretenait bien une relation épisodique avec un policier. Mais elle ignore son nom. Quand j'en parlais à Jesse, il me disait que ce type le suivait pratiquement partout. C'est d'ailleurs les termes qu'il a employés. Il m'a dit « Il me suit pratiquement partout où je vais ». Apparemment, ce policier n'a pas donné son vrai nom à Jesse, pas plus qu'il ne lui a confié le moindre détail sur sa vie. Il voulait tout savoir sur mon fils, mais il refusait que Jesse sache la moindre chose sur lui. Quand Jesse le questionnait, il restait toujours très vague et lui disait, par exemple, « Oh, j'habite dans le coin ». Jesse a commencé à trouver ça louche et il m'a dit, « Je trouve ce type pas très net ». Andy Schermerhorn, l'ami de Jesse, donne la description du mystérieux policier aux enquêteurs. Il s'agit d'un homme brun, entre 20 et 30 ans, de type hispanique et plutôt mince. Les inspecteurs demandent à Andy de venir au commissariat pour regarder des photos dans l'espoir de l'identifier. Alors qu'il se dirige vers la salle de réunion, une chose inattendue se produit. Andy marchait dans le couloir pour aller identifier sur photo celui qu'il pensait être le meurtrier. Soudain, il l'a vu en chair et en os, qui arrivait en sens contraire. Il l'a immédiatement reconnu, c'était bien le policier en question. Il a eu la peur de sa vie. Il s'agit de Steven Rios, un policier de 28 ans, réputé pour son ambition dévorante. Il est dans la police depuis 3 ans. Steven Rios était un policier très respecté, aussi bien par ses collègues que par les gens de la communauté. Il avait des ambitions politiques, il voulait devenir quelqu'un d'important. Mais je pense qu'il était psychorigide. Il était très strict et suivait le règlement à la lettre. Rios est marié et vient juste de devenir père pour la première fois. Son fils n'a que quelques mois. Aucune rumeur d'homosexualité n'a jamais couru sur son compte. Pour nous autres policiers, il était inconcevable que Steven Rios puisse être impliqué de près ou de loin dans le meurtre de Jesse Valencia. Quand ses collègues l'interrogent, Rios nie les allégations de Schermerhorn. Un inspecteur lui a dit « Un jeune homme affirme que tu es entré chez Jesse Valencia et qu'il t'a vu avoir des relations sexuelles avec lui. »
Rios s'est écrié « Moi, des relations sexuelles ?» en faisant celui qui tombait des nues. Rios déclare qu'il a un alibi. La nuit du meurtre, il était chez lui, au lit, avec son épouse. Il m'a dit au téléphone qu'il n'aurait jamais fait de mal à Jesse Valencia et qu'il n'avait rien à voir avec sa mort. Rios se soumet à des analyses afin que son ADN puisse être comparé aux ADN des cellules découvertes sous les ongles de Jesse. Il semble correspondre, mais avec 3 types d'ADN différents, rien ne peut être conclu avec certitude. La personne qui a effectué ces analyses ADN a dit qu'il y avait une chance sur 7000 d'obtenir le même résultat en prenant n'importe quel individu, choisi au hasard, comme ça, dans la rue. Du reste, même si ces cellules étaient celles de Rios, cela ne prouve pas qu'il ait commis le meurtre. Il y avait aussi, sous les ongles de Jesse, des cellules appartenant à Ed McDavid. Il était scientifiquement impossible de savoir combien de temps ces cellules avaient séjourné sous les ongles de la victime. Logiquement, elles auraient dû disparaître au fur et à mesure que Jesse se lavait les mains, mais on ne pouvait pas déterminer depuis quand elles étaient là. Les enquêteurs se demandent s'ils pourront résoudre le meurtre de Jesse Valencia grâce aux seules sciences médico-légales. Les policiers ont plusieurs suspects dans cette affaire, mais chacun d'entre eux a un alibi. Ils décident donc d'examiner une dernière fois le corps de Jesse. C'est alors qu'ils font une découverte surprenante. Ils repèrent une longue meurtrissure horizontale le long du torse de la victime, le type de blessure provoquée par une prise spécifique à laquelle les policiers ont recours pour immobiliser un contrevenant. Ils saisissent la personne par derrière et la rendent inconsciente en coupant la circulation du sang vers le cerveau. Certaines personnes s'évanouissent presque immédiatement. J'ai fait l'expérience avec un partenaire lors d'un entraînement. Il m'a fait cette prise. J'ai essayé de me dégager, mais je me suis évanoui au bout de 5 ou 6 secondes. Mais encore faut-il l'exécuter convenablement. Monsieur Valencia avait une meurtrissure des 2 côtés du torse et également dans le dos. C'est ce qui se produit quand cette prise n'est pas exécutée correctement. La victime avait dû se débattre, elle avait dû lutter, elle avait peut-être réussi à se dégager, bref, ça n'a pas marché. En lisant les comptes rendus d'entraînement de Steve Rios, les inspecteurs font une découverte choquante. Rios a bien suivi le cours d'arts martiaux, mais il n'a pas obtenu son certificat. Il avait fait un score inférieur à 80%. Il n'était donc pas certifié dans cette méthode de combat. Le policier Steven Rios ne maîtrisait pas suffisamment bien cette technique de close combat pour obtenir une qualification. Si cette clé au cou destinée à immobiliser un suspect avait été mal appliquée, cela pourrait expliquer la marque horizontale et des traces de sang visibles sur le torse de l'étudiant. Le médecin légiste analyse le sang. Il appartient à Jesse. Il observe plus attentivement l'hématome et découvre la présence de poils de jambes ou d'avant-bras. Ces poils ont un aspect bien particulier. Ils sont longs, courbes et se terminent en pointe effilée. Les cheveux sont très différents. Ils sont plus longs et leur pointe n'est pas nécessairement effilée. Le plus souvent, elle est plate ou arrondie. Par miracle, 3 de ces poils possèdent encore leur bulbe, une partie particulièrement riche en ADN. Ils sont immédiatement envoyés au laboratoire pour être analysés. Les tests révèlent qu'ils appartiennent tous au même individu, mais ce n'est ni Jesse Valencia, ni son ami Andy Schermerhorn, ni Ed McDavid. J'ai comparé ces poils à ceux de la victime et à ceux des individus impliqués dans cette affaire. Les résultats étaient parfaitement clairs. Ces poils provenaient du bras de Steven Rios. Le bras de Steven Rios avait donc été en contact avec le torse de Jesse quand celui-ci saignait. L'ADN de ces poils correspondait à celui de Steven Rios. Statistiquement, il y avait une chance sur 757,6 milliards qu'ils correspondent. Et c'était le cas. Les enquêteurs découvrent alors comment Rios a rencontré Jesse. D'après un rapport de police, Rios aurait interpellé Jesse pour trouble à l'ordre public lors d'une fête bien arrosée sur le campus, 3 mois avant le meurtre. Quand ses collègues l'interrogent à ce sujet, Rios change son discours. Il avoue que Jesse et lui étaient amants, mais qu'il l'a caché pour protéger sa famille. En revanche, il nie l'avoir tué.
L'une des personnes qui a le plus souffert dans cette histoire, c'est la femme de Steven Rios. En 48 heures, elle a découvert que son mari avait eu une liaison, et qui plus est avec un homme. Et comble du malheur, qu'il avait probablement tué son amant pour éviter que le bruit se répande. En quelques jours, sa vie avait été complètement anéantie. En étudiant de plus près l'emploi du temps de Rios la nuit du meurtre, les enquêteurs découvrent un battement de 45 minutes pour lequel il n'a aucun alibi. De plus, le procureur croit avoir découvert le mobile du crime. Jesse avait dit à sa mère qu'il entretenait une liaison avec un officier de police. Mais comme il venait d'apprendre que ce dernier était marié et qu'il avait un enfant, il avait décidé de mettre fin à leur relation. Il pensait que ce n'était pas convenable parce qu'il était marié. Il ne voulait pas être mêlé à ce genre de situation. Il m'a confié qu'il allait lui dire qu'il le quittait. Il m'a annoncé « Il faut y mettre fin. Je fais tout pour l'éviter, mais il continue à me poursuivre. » Steven Rios avait tout dissimulé à sa famille, à ses collègues policiers et à ses amis. Jesse Valencia a dû penser qu'il pourrait se débarrasser de lui en le menaçant de dévoiler leur liaison, de le dire par exemple au commissaire. Je ne crois pas qu'il avait conscience du danger auquel il s'exposait. Voici la version des faits selon le procureur. La nuit du meurtre, une fois son service terminé, Steven Rios se rend chez Jesse. Jesse lui dit qu'il veut mettre fin à leur liaison. Rios se fâche. Jesse menace d'aller tout raconter à ses supérieurs s'il ne le laisse pas tranquille. Qu'est-ce que tu dis? Je veux plus que tu viennes ici. Et en plus, tu oses me menacer? Jesse sort de l'appartement, espérant mettre fin à la dispute. Ne me menace pas! Rios ne veut pas que la liaison se termine, et encore moins que sa famille ou ses collègues en aient connaissance. C'est alors que la situation tourne au drame. Rios exerce la fameuse prise utilisée par les policiers pour que Jesse perde conscience. Cela fonctionne, mais la manœuvre laisse des traces sur le corps de Jesse. Dans la bagarre, un transfert d'ADN s'opère dans les deux sens. Jesse griffe Rios, lui arrachant quelques cellules de peau. Quelques poils du bras de Rios se retrouvent collés sur le torse de Jesse. Une fois que l'étudiant a perdu connaissance, il le tue avec son couteau. Il quitte le lieu du crime, pensant que son secret ne serait jamais dévoilé. Malheureusement pour lui, il y avait les preuves médico-légales. Les jurés ont envie de les voir. Ils veulent voir les empreintes, ils veulent voir les preuves ADN. Écouter les témoins faire des descriptions ne leur suffit pas. Ils veulent contempler par eux-mêmes les pièces du dossier. Cette affaire est sans aucun doute la pire qu'on ait jamais vécue dans ce commissariat. N'importe quel policier vous le dira. Une telle chose qui arrive dans un commissariat, quel qu'il soit, a des effets dévastateurs. L'arme du crime, le couteau-ci, n'a jamais été retrouvé. Affaire 167-984, le ministère public contre Rios. Steven Rios est déclaré coupable de meurtre avec préméditation. Il est condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de remise de peine. Jusqu'à ce jour, il clame son innocence. Le travail d'un policier, c'est de servir et de protéger la communauté. On n'imagine pas un seul instant qu'il puisse être de l'autre côté de la loi et qu'il soit un meurtrier. Dans mon réquisitoire, j'ai évoqué un sketch de l'humoriste Richard Pryor. Dans ce sketch, une femme rentre chez elle à l'improviste et elle trouve son mari au lit avec un autre homme. Le mari la regarde et lui dit « Qui vas-tu croire, moi ou tes yeux perfides ?» Steven Rios disait en quelque sorte aux jurés « 1 sur 757 milliards, qui allez-vous croire, moi ou vos yeux perfides ?» Les jurés sont tombés d'accord avec moi, les preuves médico-légales ont permis d'établir, au-delà du doute raisonnable, que Rios était le meurtrier. Pendant l'instruction du procès, nous avons appris comment Jesse Valencia avait connu Rios. En tant qu'agent de police, celui-ci était intervenu lors d'une beuverie étudiante et avait donné une contravention pour tapage nocturne à Jesse et à ses amis. Celui-ci avait ensuite menacé son amant de révéler son homosexualité et ses infidélités à sa femme et à ses supérieurs s'il n'annulait pas l'amende et s'il ne disparaissait pas de sa vie. Nous savons aussi que Rios avait subtilisé le badge d'un collègue, Ted Anderson, afin de dissimuler sa véritable identité à l'étudiant. Il était manifestement coutumier de l'empreinte d'identité car
il avait déjà été renvoyé d'un autre commissariat pour la même chose. Par ailleurs, plusieurs femmes sont venues témoigner à la barre, affirmant que Rios leur avait fait des propositions indécentes alors qu'il les avait arrêtées pour des infractions mineures. Enfin, c'est en pleurs dans le prétoire que Rios a avoué avoir fait 2 tentatives de suicide car il ne supportait plus la pression de devoir cacher éternellement son homosexualité à son entourage. Il a été condamné à la prison à vie pour meurtre au 1er degré. En prononçant cette peine, le juge a tenu à faire passer un message fort aux forces de l'ordre. Si la police enfreint les lois, des tonnes de briques lui tomberont dessus, a-t-il déclaré en langage imagé. C'est sur cette menace venue d'outre-Atlantique que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. À bientôt sur cette antenne pour de nouvelles enquêtes impossibles.